on attaque l'avant-dernier module, donc la météo. Le dernier module, ce sera quoi? Ce sera l'histoire. Alors l'histoire, sincèrement, honnêtement, je ne sais pas si on fera des séances spéciales pour ça. On pourra en faire, mais j'y connais rien, donc à part vous lire les diapos, je ne pourrais pas rapporter grand-chose de plus. Là, sur la météo, je peux encore vous faire des petits apports, répondre aux questions et tout ça. L'histoire, à part lire les diapos, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc on verra si c'est utile qu'on fasse les séances ensemble ou pas. Dans certains endroits, ils font des visites dans des musées, des trucs et tout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, on aimerait bien vous amener, si ça vous intéresse, à Ratier. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'aller voir un peu Ratier et tout ça. Idéalement, un mercredi après-midi, du coup. C'est le plus simple pour que personne loupe de cours. La vraie question, c'est qu'il faut qu'on regarde quand est-ce que vous êtes en stage. Là, sur la fin de l'année. Moi, je pense en mai. Et c'est tout le monde, Emma aussi? C'est les mêmes périodes? Je sais pas du tout. D'accord, donc il faudra qu'on voit, je vous enverrai un message sur le WhatsApp et on choisira un ou plusieurs mercredis possibles et en fait le président de l'aéroclub se mettra en contact directement avec Ratier, il a des contacts là-bas pour qu'on puisse faire une visite, vous 7 quoi, voilà. Pareil Christian et Anakin, est-ce que ce sera possible pour vous un mercredi exceptionnellement de rester sur Figeac pour aller faire une visite à Ratier? Alors vous c'est le 7 juin, ok. Ok. Donc je ferai un sondage directement sur le WhatsApp et vous me direz. Ok, je ferai un sondage, vous me direz. Ok. Donc on attaque la météo. Est-ce que tu peux éteindre Thomas et j'allumerai de ce côté-là? Ou au moins éteindre juste le côté du tableau. C'est le bouton le plus vers la porte. Merci. Super. Bon là je pense que c'est pas trop. Donc on attaque la météo. La météo c'est une partie qui est en général elle fait partie des deux parties dures. C'est-à-dire que c'est une des parties un peu techniques. On va parler de tout ça. Donc aujourd'hui, on s'arrêtera au grand 3. Donc on va parler de l'atmosphère, de la température et du vent. Et vous allez voir qu'en fait, il y a certains éléments qu'on a déjà vus dans les parties précédentes. Et encore une fois, c'est pas mal parce que ça permet de revoir des petits trucs qu'on avait déjà vus. Déjà, dans l'atmosphère, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans l'atmosphère? 80% d'azote. Ouais, alors, c'est pas de l'azote, c'est du diazote. Mais oui, c'est ça. Et ensuite, je crois qu'il y a 20% de dioxygène. Ouais. Et 1% environ d'autres gaz. Ouais, alors, si on prend 80% et 20%, Oui, et ça fait 0, mais ouais, c'est 70. Voilà, exactement. Donc en gros, il y a 78% de diazote. Alors ça fait partie des infos importantes qu'il faut retenir. Il y a des questions régulièrement sur quels sont les éléments les plus importants dans l'atmosphère. Ok. Donc 78% de diazote, 21% de dioxygène, et les 1% qui restent, effectivement, c'est du reste. Voilà. Notamment, ce qu'on retrouve qui est dangereux, c'est le dioxyde de carbone. Voilà, qui participe à l'effet de serre et tout ça. On ne rentrera pas dans les détails ici, mais ça fait partie des éléments importants quand même. Ok? Ah pardon, excuse-moi. Ouais. Je sais pas si vous les avez pas sur les fiches, il faut regarder, vous avez... Ouais, pensez à regarder sur les fiches, prends la fiche numéro 1. Je sais pas si tu l'as prise, mais... Parce qu'il y a certaines infos qui sont déjà marquées sur les fiches mémo. Voilà, merveilleux. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est cette histoire-là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous le refaire en ajoutant des petits éléments, parce que ce schéma-là, il manque des trucs. Donc dans ce schéma-là, je vais essayer de le faire à peu près proprement. En gros, l'atmosphère, on va la séparer en plein de différentes couches. D'accord? Première partie, alors on considère que c'est environ jusqu'à 11 km. Alors des fois c'est 15, ça dépend de où on se trouve sur la planète. Hein. Mais la première partie, c'est ce qu'on appelle... alors attendez que je vous dise pas tout. Ouais, on va le faire comme ça. Donc, première partie, c'est ce qu'on appelle la troposphère. Alors la troposphère, vous aurez un schéma aussi de ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est que on a une certaine température au sol. Donc si on prend à peu près la température de l'atmosphère standard, ça va être du environ 15 degrés Celsius au niveau de la mer. Ok, ça c'est le truc classique. Et en fait, dans la troposphère, la température, elle diminue jusqu'à environ un truc du genre moins 56 degrés Celsius. Ok, environ, hein, c'est environ. Ici, du coup, on a une chute de température qui est de... non, on va le faire après. Je vais essayer de faire un... Ok. Là, cette limite, là, la limite de la troposphère, c'est ce qu'on appelle la... Vous l'avez déjà entendu ou pas? On l'a ici, hein, sinon. Tropopause. C'est pas très...
tropopause. Ok. Après la tropopause, on va avoir une deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la stratosphère. Alors dans cette stratosphère, il y a un truc qui est marrant. Donc, enfin marrant, ça dépend de votre sens de l'humour. Hein. Mais donc si ça c'est mon 0 degré, je vais faire mon 0 degré Celsius comme ça. Vous voyez qu'on part d'une température environ 15 degrés, on descend jusqu'à moins 56. Et dans cette stratosphère, il y a une partie qui est constante ou quasiment constante, mais ensuite, ça remonte en température. Ça, c'est assez étonnant parce qu'on se dit, plus on monte haut, plus il fait froid. Et en fait, non, dans la stratosphère, la température remonte. Ok ? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça pourrait être ça ? On s'approche plus du soleil. Ouais. Alors, est-ce que tu crois que c'est la distance avec le soleil ? Est-ce que tu crois que... Donc là, je suis à 11 km. La stratosphère, elle s'arrête... Donc là, on a la partie constante, là, qui va jusqu'à à peu près 25 ou 30 km. Hein. Ok. Ça dépend des modèles. Et là, on monte jusqu'à 40 km de haut. Est-ce que tu crois que en 30 km de hauteur, on peut avoir des variations aussi violentes juste à cause de la distance par rapport au soleil, sachant que le soleil, il a combien d'années-lumière ? Beaucoup. Hein. Non. Donc c'est pas juste ça. Sinon, c'est une différence de gaz. Ouais, alors c'est une différence de gaz. Avec l'ozone, bon, c'est à peu près de... Exactement. En fait, les gaz, ils absorbent de l'énergie. Plus je vais aller bas, en fait ici, là, je vais avoir une protection qui fait qu'il y a moins d'énergie, l'énergie est filtrée. Et après, il y a d'autres choses. Là, ici, il y a aussi le fait que la Terre, c'est quoi ? C'est au cœur de la Terre, on a quoi ? Le noyau, et c'est quoi le noyau de la Terre ? C'est du magma en fusion, ouais, effectivement. Donc, la Terre, elle chauffe aussi. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, qui peut permettre d'expliquer de pourquoi c'est chaud. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Donc, stratosphère. Donc, je vais essayer de faire un schéma qui est à peu près potable. Vous avez un schéma dans les fiches mémo aussi. Hein. Là, on a la stratopause. En gros, c'est la limite. Hein. Et ensuite, est-ce que vous savez le troisième nom ? Bon, il est ici, on ne le voit pas très bien, mais c'est la mésosphère. Ok. Donc moi, ce que je vous conseille pour retenir ces trois couches-là, là, c'est de vous souvenir que ça fait M, S, T, donc l'ordre alphabétique. Ça peut vous aider à vous en souvenir le jour de l'examen. Voilà. Dans la mésosphère, on a quoi ? Alors dans la mésosphère, on a de nouveau une partie qui se stabilise et ça repart dans les négatifs. Alors ça repart dans les très négatifs. Hop là. Alors mon dessin ici, vous remarquerez qu'il est encore une fois pas du tout à l'échelle, hein, parce que là on est environ 80 km. Donc ici cette longueur est censée être égale à cette longueur, mais bon c'est pas grave. Vous avez l'habitude de mes dessins. Donc à la fin de la mésosphère, on a quoi ? On a la mésopause. Ok. Et ensuite la dernière étape. Alors la dernière étape, c'est un truc un peu particulier parce que c'est vraiment là où on va avoir des choses un peu spéciaux. Thermosphère. Dans la thermosphère, on va avoir encore une partie plate et un truc qui part beaucoup plus loin en température parce qu'on peut aller jusqu'à 500 degrés Celsius. Donc là, ici, je devrais être très à droite. Hein. Ok. Et ça, c'est à 400 km. Le haut de mon graphique, là, ici, il est censé... Donc encore une fois, mon graphique n'est pas du tout à l'échelle, mais à 400 km, on peut monter jusqu'à 500 degrés Celsius. Exactement pour ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a moins de protection contre les UV. La plupart de l'énergie, en fait, c'est les ultraviolets. C'est eux qui amènent l'énergie. Voilà. Si on réfléchit, les avions, ils volent à peu près où ? Ouais. Troposphère. Globalement, on est dans la troposphère. C'est-à-dire que les avions de ligne, ils sont à peu près ici. Hein. Avions de ligne. C'est-à-dire qu'ils sont environ... Alors, encore une fois, c'est un ordre de grandeur, mais ils sont environ à 10 km de haut. Environ. Bien sûr, ça dépend de quel FL, flight level ils ont pris. Mais ça vous donne un ordre d'idée de qu'est-ce qu'il y a à quel endroit. Voilà. On vole jamais, nous, là-dessus. Nous, on est vers quelle hauteur à peu près sur les petits avions ? 1 ou 2 km. Ouais, voilà. On va dire que pour les petits avions coucou, on est environ des 2 km au maximum.
Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette variation-là, celle qu'on connaît entre guillemets, nous en tant qu'humains classiques, c'est la seule dont on parle habituellement en fait, quand on n'est pas physicien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'infos que de plus? Bah voilà, hein, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc ça, ce schéma-là, vous l'avez, je crois, dans les fiches résumées là. Ouais. Est-ce qu'il y a des infos qui manquent, notamment ça et ça peut-être? Les hauteurs, des fois, c'est pas exactement les mêmes. Je vous ai mis 11 et 15, ça dépend de à quelle latitude on est, donc voilà. Et là, c'est pareil, 25 ou 30, ça dépend de à quelle latitude on est. C'est tout ça, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce schéma-là, c'est une modélisation de l'atmosphère. C'est pas la réalité. Ok? Ouais. Ouais. Nous, il y a marqué exosphère. Ah, alors attends. Excuse-moi, je vais la prendre aussi pour voir, pour pouvoir comparer ce que tu me dis, parce que sinon... Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, je vais prendre celles qui sont sur la table sinon. Tu me disais, il y a marqué exosphère. Ah oui, au-dessus. En fait, c'est au-dessus de la thermosphère. Thermosphère, exosphère. C'est encore après. Voilà. Et l'espace, c'est quand? Techniquement, déjà quand tu es dans la thermosphère, tu es déjà proche de l'espace. La thermosphère, c'est là où on va avoir les satellites. Voilà. La mésosphère, c'est là où on va avoir, par exemple, les ballons sondes. Voilà. Donc là, ici, vous l'avez... Bah si, il y a des petits schémas là, tu vois. Il y a des petits schémas d'icônes. Tu vois, où est la couche d'ozone? La couche d'ozone, elle est en haut, à peu près en haut de la stratosphère. Donc elle est, en gros, ici, là. J'ai la couche d'ozone. Ok? C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une chute rapide, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est elle qui nous prend. Alors attention, la couche d'ozone, elle est en fait, en réalité, hein, je la fais un peu grosse là sur mon schéma, et en réalité, la couche d'ozone est extrêmement fine. Ok? Faut le savoir, c'est que c'est pas proportionnel directement, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des trous dans la couche d'ozone aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc la troposphère, 7 à 15 km, alors 11 km avec notre... voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit, hein. Je vais pas avancer un tout petit peu. Hop. Et là on peut savoir, ah oui, un point important, environ 0 degré vers 40 km. Donc ici, mon schéma il n'est pas très bien fait. Hop. C'est qu'il aurait fallu que je remonte vers 0 plutôt. Hop. Hop là, dessin de qualité. On est environ vers 0 ici. Ok. Ouais. Ok. Mésosphère, ok, et thermosphère. Ok. Donc ça, c'était pour l'atmosphère en soi. Qu'est-ce que vous savez de la pression? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est la pression? C'est la force exercée par la Terre sur tout objet qui se situe à son... Alors, la force exercée par la Terre sur tout objet, non, ça c'est la gravité. Enfin, le poids pour être exact. Non, c'est pas ça. La pression, c'est quoi la pression? Alors, on parle de la pression dans l'air. Hein. Tente, hein. C'est les barres. Ouais, c'est les barres. Alors ça, c'est une des unités de mesure de pression. On a une autre unité de mesure de pression, c'est quoi? L'hectopascal, ouais. On a les hectopascales. Alors, plus généralement, les pascals. Hein, et donc une sous-unité qui est l'hectopascal. Et les bars. Il existe une troisième unité de pression. Oui. C'est pas quelque chose de kilogramme par centimètre cube. Alors oui, effectivement, mais... Alors, un bar, est-ce que vous savez combien c'est de pascal? 20. Eh 10 puissance 5. Est-ce que vous savez ce que ça fait 10 puissance 5? C'est beaucoup. Beaucoup, oui. Non, mais en termes d'expression, si je devais le dire en milliers ou 1000... Alors je fais comme ça, regardez. 10 et je mets 5 zéros. Ok? C'est 100 000 pascal. Ce qu'on peut dire aussi, ça fait quoi en hectopascal du coup? Alors c'est quoi un hectopascal? Un hectopascal, c'est 100 pascal. Effectivement. Mais attention, du coup, ici, si j'enlevais 2 zéros, ça ferait 1000 hectopascal. Ok? Donc ça, on peut dire que c'est 1000 hectopascal. Ok?
Voilà. C'est bon, l'idée? Bon, je vous fais les petites conversions, c'est juste pour que vous sachiez vous en sortir des unités. Donc moi, ce que je vous conseille de noter sur votre feuille, quelque part avec la pression, c'est 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, et 1 hectopascal, c'est 100 pascal, et le fait que 1 bar, c'est 1000 hectopascal. Ok? Il existe 2 autres unités. Hein. Je n'ai pas encore fini. Non, mais je vous les donne tout au même endroit, comme ça vous savez faire. Enfin, vous avez de quoi faire les conversions. Au moins, vous avez tout d'un côté. Quoi. Ok. Un ATM. À votre avis, c'est quoi ATM? C'est pas un atome, c'est l'atmosphère. En fait, l'atmosphère, on parle d'une atmosphère, c'est juste pour pouvoir comparer par rapport à l'atmosphère entre guillemets classique. Voilà. Donc, une atmosphère, c'est 1013, alors je sais jamais, 0,25 je crois, ouais, 0,2 hectopascal. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère standard. D'accord? Il reste une dernière unité, je suis désolé, hein, je sais. La dernière unité, c'est historiquement comment on mesurait la pression ou la température. Est-ce que vous savez? Les premiers thermomètres ou les premiers baromètres pour être exact? Au mercure. Voilà. Et en fait, c'est une unité. Comment il la note? Voilà. Millimètres de Hg. Ça, c'est des millimètres de mercure. Que tout le monde sait ce que c'est le mercure? Ouais. Vous avez déjà vu les thermomètres avec le truc rouge là qui monte dans un tube? Ben voilà, c'est ça. En fait, le mercure le mercure monte ou descend en fonction de la pression. On va avoir une petite image après sur ça. D'accord? Donc les millimètres de mercure, c'était une unité très utilisée. Ok? Nous, on parlera surtout en vrai en hectopascal. Voilà, l'unité qu'on utilisera le plus, c'est l'hectopascal, mais il existe aussi les bars, donc il faut le savoir. Du coup, c'est quoi? Ah oui, pardon. C'est quoi la pression de l'air? Je sais pas si vous vous souvenez. Pardon. Je vous laisse finir d'écrire ça. C'est bon pour toi, Quentin? Millimètre de mercure, ça fait 1. Une atmosphère, c'est 760 mm de mercure. Voilà. On peut le donner aussi. Alors, j'aime pas. Enfin, j'ai pas envie de vous donner trop de trucs, mais ça fait. Voilà. Inch. On peut aussi le donner non pas en millimètres mais en inch. C'est vraiment si on a envie de se faire chier, hein, tout ça. Faut pas abuser. Donc, de toute façon, ce qui est important pour vous, hein, ça va être les hectopascales. Voilà. Et savoir que dans l'atmosphère standard, on est 1013,2. Les autres, j'ai pas souvenir d'avoir vu des questions dessus. Donc, après, je connais pas toutes les annales, mais. Ok? C'est bon? C'est quoi la pression? Pourquoi il y a de la pression de l'air? Et comment elle varie quand je suis de plus en plus haut? Bon. Ceci est la Terre. J'espère que vous appréciez. Hein. Ouais. Elle diminue? Ouais. Alors, plus je suis haut, plus elle diminue. Pourquoi? La pression, je crois que c'est la masse de la colonne d'air qui est au-dessus de toi, donc plus tu montes, plus ça diminue cette colonne d'air. Voilà, exactement. Donc si on fait un schéma, ceci est un schéma de qualité. Hein. Donc là, c'est l'atmosphère. Voilà, hein, on voit bien. En fait, ce qu'on appelle la pression de l'air, c'est finalement le fait qu'il y a des particules là. Bon, ouais, encore une fois, c'est un dessin de qualité. Qui m'appuie sur la tête. C'est ça la pression. Ok? C'est l'air pèse sur notre tête. S'il y a un plafond, ça compte quand même. Hein. Le plafond ne change rien. L'air, il se répartit sur toute la hauteur de toute façon. Ok? Bref, tout ça pour dire quoi? C'est que si je suis ici, il y a moins d'air qui me pèse sur la tête, donc il y a moins de pression. Voilà un petit peu l'idée. Ok? Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais ça permet de bien retenir l'idée. Ouais. Est-ce
est-ce que la gravité, elle fait varier la pression aussi ou pas? Alors, il faut considérer que pour nous, la gravité, c'est une constante Oui. à l'échelle humaine. Mais plus on monte, je veux dire, moins il y en a. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, si on était sur des distances très longues, oui. Mais par rapport à nous, là, ça, c'est tout petit. Par rapport à la taille de la planète et à sa masse, on peut négliger la variation qui existe. Alors, je dis pas que ça ne varie pas, je dis juste que ça varie peu. D'ailleurs, si je suis à l'équateur ou si je suis au pôle, c'est pas exactement la même gravité. Bon, parce que la Terre, c'est pas un cercle, il y a plein d'autres forces, bref, il y a plein de choses qui se passent. Pour vous, ce qu'il faut simplifier, c'est la gravité, la constante de gravitation, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Voilà. Des fois, quand on simplifie, on prend même 10. Voilà. Ça, c'est la constante de gravitation. À quoi elle me sert? Elle me sert à calculer le poids. Le poids, c'est quoi? Je sors complètement du truc là, mais c'est pas grave. M fois G. La masse fois G. Ok? Voilà. Bon, bref, c'était une parenthèse, mais ça, on l'a vu, je crois, dans un des trucs il y a longtemps. Mais il y a longtemps. Ouais, on l'a vu une fois. Ok? On en avait besoin par rapport à la masse de l'avion, et on disait le poids, il est vers le bas avec une certaine constante. Ok? Il faut savoir donner la grandeur, faut connaître cette formule, parce que ça permet de calculer la portance dans le cas où on est sur un vol rectiligne uniforme en palier. Ok? Voilà. Donc le poids, c'est la force qui me tire vers le bas. La masse, c'est quelque chose qui dépend de moi, mon corps. Ok? Mon poids, il dépend aussi de sur quelle planète. On ne fait pas le même poids sur la Terre et sur la Lune. Ok? Bon. Je sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Si. Plus ou moins. Désolé, je fais des parenthèses. Ok. Ça sert pas. Oui, de toute façon, ça sert quand même. C'est aussi pour ça que je suis là. Hein. C'est que je sers à quelque chose. Donc, effectivement, plus je monte haut, plus la pression diminue. Alors, elle diminue comment? Bon, là, ici, il faut bien voir que la pression, elle dépend aussi de la température. D'accord? Les deux paramètres sont liés et ça peut générer des petits problèmes, comme par exemple la condensation, des choses comme ça, qu'on verra plus tard dans ce module. Ok? Donc là, on ne va pas rentrer là-dedans, on va juste dire que pour nous, on va utiliser les pressions en pascal et surtout même en hectopascal. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, et un hectopascal, c'est 100 pascal, ce que je vous avais écrit au tableau. Des fois, ils utilisent le millibar. Voilà, vous n'y voyez pas. 1 millibar, c'est un hectopascal. Ok. Alors, le baromètre, c'était quoi? Alors, la première expérience, c'était avec Torricelli. Torricelli, il a fait quoi? Donc, il a pris un tube là, qu'il a plongé dans le mercure. Et après, il l'a relevé. Il l'a relevé, attention, ce qui veut dire que le haut du tube, c'est du vide. C'est pas de l'air. D'accord? Le tube était plein de mercure et il le remet droit. Et au moment où il le remet droit, le mercure, il a un certain poids. Hein, il est attiré vers le sol. Et du coup, il y a un moment où ici, il y a une certaine pression qui appuie. C'est ça qui fait que le mercure reste assez haut. Plus il y a de la pression dans l'air, plus ça pousse ici, plus ça tire ici. Et donc, plus le mercure va être haut. Voilà un petit peu comment ça marchait les premiers baromètres. C'est marrant. Enfin, marrant. C'est stylé, je trouve. Au niveau de la mer, la valeur moyenne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près 1013,2 hectopascal. Ce qui fait 760 mm Hg, donc les millimètres de mercure. C'est-à-dire il mesurait vraiment en millimètres, quoi. Voilà. Donc avec l'altitude, la pression diminue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut bien voir que plus je suis bas, plus quand je fais 1 mètre, la variation de pression est importante. Elle est plus importante en bas qu'en haut. D'accord? En gros, en bas, il se passe des variations beaucoup plus rapides. Ce que vous devez retenir, là, dans tout ça, là, nous, on a dit qu'on vole souvent à quelle altitude? 2 km. À peu près 2 km. Donc, globalement, pour nous, hein, la seule variation qui nous intéresse, c'est pas celle des 5000 mètres, là, c'est celle qui est ici. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vous, théoriquement, la loi de la pression, elle fait ça. La pression en fonction de la hauteur. Comment je vais le faire? L'altitude
la pression. En gros, la pression en fonction de l'altitude, elle fait comme ça, d'accord? C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai une variation d'altitude de 1 mètre, vous voyez que j'ai une variation de pression très grande. À la fin, quand je fais une variation de 1 mètre, j'ai une variation de pression très petite en largeur. Ok? Tout ça pour dire que la première partie, ici, là, on peut dire que c'est une droite. En fait, ici, ce qu'il considère, c'est qu'on a des droites. D'accord? À peu près. Hein. Donc, ici, ce que vous devez retenir, c'est la valeur que, dans la partie qui nous intéresse, nous, on peut considérer qu'on perd 1 hectopascal, c'est 28 feet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, on l'avait utilisé, cette règle. On l'avait utilisé quand on faisait les instruments. À un moment, on avait essayé de calculer, quand on avait fait les exercices, sur calculer, c'était toi qui étais là, Quentin, je crois. Il y avait que moi. Ouais, il n'y avait que toi cette fois-là. On avait calculé quoi? On avait un petit exercice avec, je vois telle pression à l'extérieur, quelle est mon altitude? Un truc comme ça. On lisait sur l'altimètre des pressions et on essayait d'en déduire l'altitude ou inversement. Ok. Donc ça, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vous, la variation, c'est 1 hectopascal environ 28 feet. Ok. Donc ça, valeur importante à connaître. Hein. Absolument, dans cette partie-là, elle apparaît. Et elle apparaît aussi dans l'autre partie sur les instruments et tout ça. Donc ça, c'est un truc à retenir dans ce qui nous intéresse, nous. 1 hectopascal, c'est 28 feet. C'est bon? Après, là, plus tard, vous voyez que 1 hectopascal, ensuite, quand on arrive très haut dans le ciel, hein, il faut 91 feet. Donc c'est pas du tout la même chose, on est à plus de 3 fois plus. Pour avoir la même variation de pression. C'est parce que c'est un arrondi comme ça là. Voilà. Donc, la pression elle varie en fonction de l'altitude, mais aussi en fonction du lieu, forcément. C'est pour ça que les QFE changent. Ouais. La pression au niveau des aérodromes, forcément, il change en fonction du lieu, etc. C'est pour ça qu'il faut recaler aussi régulièrement. Voilà. Ok. Bien sûr, la nature du sol, etc. Ça change que la température, ça change aussi la pression. Tout change en fait. L'air, il change tout le temps. Donc nous, on fait des modèles bien jolis. Quand on dit 1 hectopascal, c'est 28 feet. C'est un modèle, hein. Vous voyez que j'approxime par une droite quelque chose qui n'est pas une droite. Et d'ailleurs qui change en fonction des endroits. Donc c'est juste l'ordre de grandeur qui permet de faire des calculs vite fait de tête. Voilà. Ok. Dans les cartes qu'on a, on trace ce qu'on appelle les isobars. Isobars. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Isobar. Isobar. Vous savez, voilà. ISO, ça veut dire les mêmes, bar, pression. Ça veut dire que la ligne, elle passe par tous les points qui ont la même pression. Voilà. Ok. On peut avoir des courbes de même température, des courbes de même altitude, des courbes de... Voilà. Il existe plein de types de courbes. Si vous faites de la randonnée, vous cherchez plutôt les isobars, vous en foutez un peu en randonnée. Ce que vous voulez, c'est les mêmes altitudes pour pouvoir voir où sont les montagnes. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va avoir ce qu'on appelle les anticyclones. Est-ce que vous savez ce que c'est, les anticyclones? Est-ce que c'est un endroit où il y a des fortes pressions ou des faibles pressions? Des fortes. Est-ce que tu es sûr? Des faibles, du coup. Non, mais je te demande. Je suis sûr. Donc, les anticyclones, tu avais raison, c'est les fortes pressions. C'est quoi l'inverse d'un anticyclone? Une dépression. Voilà. Une dépression, c'est les faibles pressions. Ok. D'ailleurs, sur les cartes, anticyclones, des fois, ils sont marqués soit A, soit H, et dépression, soit D, soit L. Pourquoi H et L? High, low. Alors, il n'y a pas de T à la fin, donc high et low. Il n'y a pas de T. Oui, exactement. D'accord. Du coup, l'endroit où il y a les fortes pressions, c'est ce qu'il y a là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vent et il fait plutôt beau. Ok. Il
faut imaginer, l'endroit où c'est assez cool. C'est là où ça va envoyer vers ailleurs. Ok. C'est un peu comme, est-ce que j'ai un exemple? Si j'ai une montagne, l'eau, elle va toujours partir du haut de la montagne pour aller vers le bas de la montagne. Ça va toujours partir des fortes pressions pour aller vers les faibles pressions. Ok. Donc là, il fait beau. Ok. Il n'y a pas beaucoup de vent. Hop. Et forcément, les dépressions, c'est quoi? C'est les endroits où il y a les basses pressions. Et là, par contre, ben, c'est là où il y a plutôt du vent. Hein. Ok. Et il fait souvent pas très beau. Forcément. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à ça? Ok. L'école. C'est quoi l'école? Ben, c'est les endroits qui sont entre des dépressions ou entre des anticyclones. Et c'est là où ça vient changer de sens, la pression. Alors, je fais un exemple. Parce que je crois que vous l'avez dans une fiche, mais c'est pas du tout clair. Non, ça y est même pas. Ok, je vous fais un exemple. Je fais un anticyclone, je fais un deuxième anticyclone, je fais une dépression. Ok. La pression, elle est comment ici? Là, il faut que vous imaginiez que là, c'est une sorte de puits. Et là, c'est deux montagnes. Ok. Comme c'est des montagnes, ici, je vais faire des cercles qui sont des zones de pression, comme ça. Ok. Hop. Hop. J'espère que vous appréciez mes dessins. Ok. Voilà. Et là, je vais avoir bien sûr des cercles aussi. Hein. Hop. Comment ça s'appelle ces lignes noires que j'ai tracées? Je l'ai dit tout à l'heure. Isobars. Ça, c'est les isobars. Ouais. Ok. Maintenant, le col, c'est quoi? Bah, c'est ça. Ça, c'est un col. Ok. C'est un endroit où finalement, c'est entre les dépressions. D'accord. Ici, la pression, elle était en train de descendre. Et là, elle est en train de remonter. Regardez, si je vais comme ça, entre là et là, là, je barre d'un point très haut vers un point très bas. La pression, elle fait que descendre. Elle ne rechange pas de sens. Le col, c'est le moment où, là, je suis en train de descendre, là, je suis en train de descendre, mais du coup, si je vais dans un seul sens, j'étais en train de descendre et je remonte. Ok? Ça va l'idée? Ok. Ça, c'est un col. Maintenant, un marais barométrique. Alors, il faudrait que je fasse un dessin potable. J'espère que vous aimez. Hop, je vais essayer de le faire ici. Hop, voilà. Voilà, c'est dégueulasse. C'est l'idée qui compte. Un marais barométrique, c'est un endroit, par exemple cette zone-là, là, où la pression elle varie quasiment plus. C'est quasiment une constante, un peu comme un marais. Un marais, on imagine bien que c'est un grand truc très plat où il se passe pas grand-chose. Ben voilà ce que c'est un marais barométrique. C'est un endroit où il se passe rien. D'accord? C'est-à-dire que la pression elle évolue très peu. Les vents, ben forcément, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution de pression, les vents sont très faibles. Ok? Et par contre, souvent il y a beaucoup de mauvais temps qui stagnent. Hein. Ça, voilà. Comme un marais. Il faut imaginer un truc dégueulasse, ben voilà. Ok? Maintenant les dorsales. Alors les dorsales, c'est quoi? La dorsale, c'est une avancée des hautes pressions dans les zones de basse pression. Ça veut dire quoi? Là ici, je suis dans les hautes pressions, là je suis dans les basses pressions. Si je fais un dessin, je vais changer mon dessin ici pour pouvoir ajuster mes dessins, d'accord? Hop, je vais essayer de faire ça comme ça. Waouh, c'est vraiment délicieux. Hein. J'espère que vous appréciez la qualité de l'artiste. Voilà. Est-ce que c'est grave que mes lignes ici soient plus rapprochées qu'à d'autres endroits? Est-ce que c'est possible que les lignes ne soient pas toutes à la même distance les unes des autres? Oui, oui. Pourquoi? Ça fluctue tout le temps. Exactement. Ça veut juste dire qu'à cet endroit-là, la variation elle est beaucoup plus rapide. Okay? Plus les lignes sont proches, plus la variation est rapide. Donc la dorsale, c'est quoi? C'est une avancée des hautes pressions, comme là, ça c'est des hautes pressions, vers les dépressions. Donc ça c'est une dorsale. Ok? C'est une sorte de truc qui vient, hop, s'injecter vers les basses pressions. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le talweg. C'est une avancée des basses pressions vers les hautes pressions. Donc par exemple ça là,
Ça, c'est un Talweg. Alors, je sais jamais l'écrire. Talweg. Ok. C'est finalement une sorte de zone à l'intérieur qui vient s'incruster à l'intérieur des pressions plus hautes. Voilà. Donc la différence, c'est quoi? C'est qu'il y en a un, c'est une sorte de bosse des hautes pressions vers les basses pressions, et l'autre, c'est un creux, si on veut le dire, des hautes pressions vers les basses pressions, ou une bosse des basses pressions vers les hautes pressions. Ouais. Quand il y a une dorsale, il y a forcément un Talweg. Pas du tout. Pas nécessairement. Ça pourrait être tout arrondi comme ça. Là, c'est juste mon exemple qui est dessiné de manière. Non, mais je veux dire, normalement, ça fait pas genre une sorte de boucle. Non, pas nécessairement. Non, non. Ah, toi, tu voudrais faire un cyclone, quoi, en gros, quasiment. Ça, Non, pas nécessairement. Ça peut être juste, si tu imagines une goutte, une forme de goutte, bah, j'aurai l'anticyclone enfin, les hautes pressions qui viennent s'incruster dans les basses pressions, et voilà. il y a un peu des pressions, après elles aillent quelque part. Enfin, Oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'une dépression en elle-même, c'est juste une zone où les pressions sont très basses. Donc, il faut que tu imagines ça comme un appel d'air. Zone très basse de pression, c'est l'aspirateur. Hein. L'aspirateur, on fait moins de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc l'air il a tendance à rentrer. C'est ça l'idée. Donc là, ça souffle, en gros, hein, et ça aspire. Si je peux m'exprimer comme ça. C'est très moche comme image, mais tous les profs de physique font des crises cardiaques là en m'entendant, mais c'est l'idée, ok? Ce qui est important, c'est que ça vous parle, ok? Donc là, il y a un autre exemple. Donc le col, c'est ce que j'ai fait ici, ok? Là, on a une dorsale. Alors pourquoi c'est une dorsale? Parce que c'est ici. Comment ils ont fait ça? Oui, voilà. Donc là, c'est bien les hautes pressions qui viennent s'incruster. Vous voyez, ça fait un arrondi dans les basses pressions. Et là, c'est un Talweg parce que c'est les basses pressions qui viennent s'incruster dans les hautes pressions. Voilà. En fait, ça dépend du sens de l'arrondi. Si mon arrondi est des hautes vers les basses, bah dans ce cas-là, c'est une dorsale. Et si mon arrondi il est dans l'autre sens, c'est une Talweg. Ça va l'idée? Et marée barométrique, c'est cet endroit-là. Là. Vous voyez que là, je suis à 1020, là, je suis à 1020. Donc là, toute cette zone-là, ça ne varie pas de pression. Vu que j'étais à 1020 et 1020. Bah voilà. C'est un marée. C'est un endroit où il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ça va l'idée? Ok. Parlons de l'atmosphère standard. Alors, l'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Il faut s'en souvenir de ça, que c'est eux qui ont fixé les règles et tout ça. D'accord? Ils ont défini une atmosphère standard. Alors, l'atmosphère standard, c'est quoi? Ils ont dit, si on fait une modélisation vue de loin et en faisant des moyennes, ça donne ça. C'est en gros ça, l'atmosphère standard. C'est qu'une idée pour donner une référence commune à tout le monde. Bien sûr, c'est une modélisation, donc c'est pas la réalité. Ça permet d'étalonner les altimètres. C'est quoi le calage qu'on utilise? PNH et PFE. Pas du tout. Non. Quand j'utilise ce qu'on appelle l'atmosphère standard, c'est le calage? Ouais, c'est le calage standard. 1013,25. Le calage standard, à quoi il sert? À quel moment on utilise un calage standard? Quand on ne sait pas. Non, pas vraiment. Enfin. Alors, QNH et QFE, dans quel cas je les utilise? QFE. PFE pour les vols pas non courriers. Alors, même pire que ça. QFE, c'est le calage de l'aérodrome. Hein. Je suis à 0 de hauteur et ça me donne la hauteur par rapport à l'aérodrome. Dans ce cas-là, c'est que pour faire des tours de piste, en gros. Ok? Pardon, désolé. Et donc, le QFE, c'est vraiment pour faire des tours de piste. QNH. Ah non, pas pour les avions de ligne. Les petits vols. Pour les petits vols. Genre, je vais faire Figeac, Rodez, Brive, QNH. Que je réglerai régulièrement en écoutant les infos qu'on me donne à la radio. Ok? Donc, il faut le recaler en fonction. Alors, sur des petits trajets, il n'y a pas des grosses variations, mais par contre, sur des trajets un peu plus longs, il peut y avoir des variations. Maintenant, calage standard, ça me donne quoi? Donc, le QFE me donne la hauteur. Le QNH me donne l'altitude. L'altitude, c'est toujours par rapport à la mer, entre guillemets, hein, ok. Et le calage standard, ça me donne la pression, et donc on dédure l'altitude. Ou ça ne me donne pas l'altitude, ça me donne le niveau de vol, le FL. Vous en souvenez du FL? Ouais. Le FL, ce qu'on appelle le flight level. Par exemple, si je suis en FL 150, ça veut dire que je suis à quelle hauteur? Ouais, je rajoute 2 zéros.
et je le donne en feet. 15 000 feet. Ok. Le calage standard, c'est justement pour les longs courriers. Ok. C'est bon pour tout le monde? Comme la pression, elle peut varier vachement sur des très longues distances, on donne le 1015,25. Même s'il change en fonction des pays, tout le monde va se caler par rapport à lui. Et donc, même s'il dévie vers le bas, les avions vont aussi dévier vers le bas. Ok. Ok. Voilà. Donc l'atmosphère standard au niveau de la mer, c'est 15 degrés Celsius. Alors, une autre petite formule que vous devez connaître. La température, elle peut être donnée en degrés Celsius ou en degrés Kelvin. Ok. Il existe d'autres unités mongoliennes, hein, comme par exemple le Fahrenheit, typiquement. Donc, comment je passe d'une température en degrés Celsius pour avoir la température en degrés Kelvin? Est-ce que vous connaissez la formule? C'est plus 273,15. Voilà. Si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est 15 ou 25. Non, c'est 15, c'est bon. Ok. Donc on rajoute à la température en degrés Celsius. Par exemple, si j'avais 15, je fais 15 plus 273,15 et ça me donne la température en Kelvin. Ok. Voilà. La pression. Donc ça, c'est la température moyenne au niveau de la mer. Si on fait une moyenne sur toute la planète, c'est 15 degrés. Ok. Pression atmosphérique, on l'a dit tout à l'heure, 1013,25 hectopascal. On peut aussi le donner en millimètres de mercure, mais on s'en fout. Le gradient vertical de température. Donc on a dit que le gradient de pression, c'était quoi? 1 hectopascal pour 28 feet. D'accord? Ça, c'est le gradient de pression. Gradient, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez? C'est la variation. Ok. C'est une expression qu'on utilise mathématiquement quand on fait des études supérieures. Bon, je vous le dis parce qu'on utilise quand même ce mot dans le langage courant pour dire variation. La variation de pression, c'est 1 hectopascal tous les 28 feet. Pour vous, la variation de température, c'est 6,5 degrés pour 1000 mètres ou sinon 2 degrés pour 1000 feet. Ok? Jusqu'à 11 000 mètres. Est-ce qu'on va souvent au-dessus? Non. Donc, je dis pas qu'on s'en fout du reste. Hein. Je dis juste que, bon, on s'en fout du reste. Ok. Donc ça, c'est le gradient de température. Degrés Celsius, hein, bien sûr, pardon. Excusez-moi. Pas degré, mesure d'an. Ok. Et c'est à peu. Monsieur, c'est moins 6,5 et moins 2. Oui, moins 6,5 et moins 2. Bah, on partait de 15 degrés et on vient diminuer la température. Ok. Ouais. Est-ce que ça change selon la météo qu'on nous donne? Par exemple, si il fait pas 15 degrés, il fait. On est en atmosphère standard. On Oui, suppose, en fait, alors je vais le redire différemment, ta question elle est très intéressante. On suppose que l'air se comporte comme un air idéal. D'accord? Donc, pour faire des approximations, on considère toujours 2 degrés tous les 1000 feet. Ce qui veut dire que s'il fait 30 au sol, à 1000 feet, il fera plus que 28. À 2000 feet, il fera plus que 26. Il y a des trucs, enfin, des changements selon l'été, l'hiver. Selon beaucoup plus de choses que ça. Ouais. En vrai, il existe des lois beaucoup plus compliquées, ce qui nous permet d'avoir des courbes qui varient en fonction de plein de paramètres. Hein. Mais pour nous, pour les trucs de base, on garde un ordre de grandeur simplifié, on considère qu'il est quasiment constant. Là, il y a plein d'approximations. Hein. Ouais. Parce qu'entre l'hiver et l'été, il y a 35 degrés de différence. Alors, 35 degrés sur la température au sol. Oui. Toi, on parle pas de la variation dans l'air. Ça change pas. Si. Oui, Mais si ça change dans le même sens, la variation, elle peut rester parallèle. En gros, ce que je veux dire, alors, c'est que, toi, ce que tu me dis, c'est que au lieu de partir de 15 degrés et de perdre 2, est-ce que si on part de 0, est-ce que c'est toujours parallèle, quoi, en gros? Ou pas? Est-ce qu'on ne revient pas plus comme ça?
on est sur une approximation de l'air parfait, de plein de choses. Là, en fait, il y a énormément de simplification. Mais ça suffit largement. Sauf si on fait de la physique de haut niveau, mais sinon, on s'en fout. Enfin, les autres variations, on n'a pas besoin. Pourquoi c'est important de savoir que la température, elle varie? Pour ensuite se recaler par mesure. Exactement. En fait, nos instruments, ils se dérèglent en fonction aussi de la température. C'est-à-dire que la pression, elle change aussi en fonction de la température. Donc plus je monte, plus il faut que j'imagine que, attention, ma pression mesurée, c'est pas la pression réelle, il faudrait que je compense par rapport à la température. Donc à votre niveau, vous n'avez pas à le faire, d'accord? Après, quand on passe les brevets de pilote, on a besoin de savoir faire cette compensation. Ouais. Moi, je suis en train de commencer à l'apprendre de loin, vite fait. Ouais. Voilà. Donc là, ici, ça, c'est toutes les hypothèses. La tropopause se situe à 11 km de haut. L'air est sec et de composition constante. Enfin, vous voyez que les hypothèses, elles sont assez fortes, finalement. C'est un modèle idéal, dont on se fout un petit peu, mais c'est un modèle idéal. On a déjà fait 1 heure, hein? Ah oui. Ok. Bon, ça va aller vite, la suite. La température. Donc là, on a parlé de l'atmosphère et de la pression. La température, elle varie en fonction de la saison. Alors, tiens, petite question bonus. Est-ce que la Terre, elle est plus proche du Soleil en été ou en hiver? En hiver, elle est plus proche. Oh, bien joué. Tu l'as dit juste parce que tu savais que je vous faisais un piège ou... Oui. D'accord. Non, mais je le savais. Je le savais déjà. Alors, pourquoi du coup il fait plus froid en hiver qu'en été? Question bonus. Hein. Ceci est mon soleil. J'espère que vous avez apprécié la qualité du dessin. On va supposer que ma Terre, on regarde du côté, c'est-à-dire que ma Terre elle tourne comme ça autour du Soleil. Ok? Donc, je prends ma Terre, il y a certains rayons d'inclinaison. Je vais essayer de faire un dessin un peu exagéré volontairement. Hein. Ok? C'est volontairement exagéré, c'est-à-dire que normalement en fait la différence elle n'est pas aussi grande entre l'été et l'hiver. Là je suis en hiver et là je suis en été. Ok, oui. C'est l'angle. Exactement, c'est à cause de l'angle. Si on prend nous, on va prendre que nous parce que globalement hein, on s'aime bien, mais si on prend nous, hop, ça c'est l'équateur. J'exagère volontairement, hein, c'est pour qu'on ait les idées, mais en gros la couche d'ozone nous protège. Jusque là vous êtes d'accord? Si je prends les rayons du soleil qui nous atteignent, ici, pour nous atteindre, nous qui sommes ici, là, ils ont fait une certaine distance. Si je prends... Il va falloir que je sois bon. Hein. Bon, c'est l'idée qui compte. Hein. Si je prends, nous toujours, donc je vais nous mettre au bord hein, pour que ce soit le même moment de la journée, c'est-à-dire qu'on soit tourné vers le soleil, sinon ça ne marche pas. Si c'est la nuit, ça compte pas, hein, on n'y voit rien. Mais là, la journée, donc si je prends mon rayon, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il fait cette diagonale là. Hop. C'est pas très bien fait, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'ici, il a traversé plus de couches d'ozone qu'ici. D'accord? Or, c'est quoi qui nous protège de la chaleur du soleil? C'est pas la distance. Pourquoi c'est pas la distance? C'est une bonne question ça. Parce que la puissance elle est tellement forte que... C'est quoi qui chauffe la Terre? Ultraviolet. Ouais, c'est les rayons du soleil. Et les rayons, en fait, les rayons, ils sont dans le vide. T'es d'accord? Donc, même si je prends un petit peu plus loin, dans le vide, ils n'ont pas perdu d'énergie. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, la différence de distance ici, c'est pas comme si j'avais une autre planète qui est à Babel-Oued là-bas. Hein. C'est la différence ici, elle n'est pas assez grande pour faire qu'il y ait une différence de chaleur. Par contre, ça absorbe énormément. Énormément. Et du coup ici, là, comme je mets plus de rayons qui passent plus longtemps dans l'atmosphère, ils vont se faire filtrer beaucoup plus. Donc en hiver, il fait plus froid qu'en été. Voilà. Ça va l'idée? Bon, c'était un dessin d'une qualité non négligeable. J'espère que vous en plu. Donc ici, bon, mais ces schémas-là, ils font ça, quoi. Donc je sais pas si vous avez ces schémas-là sur les... Non. Non, vous les avez pas. Mais bon, faut les comprendre, ces trucs-là. Ok? Je regarde si ça y est pas ailleurs. Mais non, dans aucun des trucs.
Bon, c'est pas grave. C'est pas très important. C'est juste important de comprendre l'idée que le soleil, il n'est pas plus proche en été. On pourrait croire, mais c'est une fausse idée, quoi. Ok? Voilà. Ça influe sur la température et donc ça influe sur la chaleur. Ouais. Mais est-ce qu'on le voit plus gros le soleil ou pas? Alors, théoriquement ou en pratique? Ouais. Théoriquement, vu que je suis plus près, dans le ciel, il devrait être plus gros. Ok? En pratique, là, sur mon dessin, j'ai vraiment abusé. C'est-à-dire qu'on voit la différence. En pratique, la différence entre les deux, alors, elle existe, mais elle n'est pas énorme. Le soleil étant un objet d'une taille non négligeable, la différence, si on faisait la mesure, elle existerait, mais elle serait pas énorme. Voilà. Mais elle existe. C'est pour ça que je te disais en théorie ou en pratique. Est-ce que nous, on voit la différence si on le regarde? Non, à l'œil nu, non. Si on s'amusait à faire des mesures, avec des capteurs et tout ça, oui, on pourrait voir la différence. Légère, mais elle existe. Voilà. Parce qu'on est plus près. Donc techniquement, quand je suis plus près d'un objet, il est plus gros. Voilà. Ok. Bon, mais là, c'est ce qu'on disait. Hein. Je vous passe tout le texte qui est un peu chiant. Les variations des saisons. Pourquoi il y a des saisons, du coup? Bah, c'est ce qu'on a dit ici. Hein. En été, j'ai moins de rayons enfin, les rayons sont moins filtrés par l'atmosphère, donc il fait plus chaud. D'accord? En hiver, il fait moins chaud. Et les deux autres, c'est au milieu, quoi. Voilà. C'est quoi l'alternance jour-nuit, du coup? C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Donc en gros, le jour je suis là, la nuit, ma Terre elle a fait un demi-tour, je suis là-bas, quoi. Hein. Voilà. Donc l'alternance jour-nuit, c'est combien? 24 heures. L'alternance des saisons, c'est-à-dire le temps que ma Terre fasse un tour autour du Soleil. 365 jours et 4 heures. 365,25 jours. 0,25, ça nous donne quoi? Ce qu'on appelle une année bissextile. Je ne sais pas si vous connaissiez le mot ou pas. Tous les 4 ans. Bissextile. Et en gros, ça rajoute un jour tous les 4 ans. À quel endroit il est placé ce jour? Février, effectivement. Voilà. Donc on rajoute un jour en février ou on l'enlève. Il existe, alors ça, on a un calendrier, nous, qui est séparé en 12 mois. Il existe d'autres types de calendriers qui n'ont pas forcément survécu dans le monde. Il existe le calendrier chinois qui, lui, a survécu. En fait, le calendrier qu'on a, c'est juste que c'est le plus répandu maintenant, mais c'était pas nécessairement le plus intelligent. Clairement pas. Il existe des calendriers beaucoup mieux que le calendrier qu'on a nous. Bref. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc il y a des variations de saison qui viennent du fait que la Terre est penchée et que l'axe de rotation, il n'est pas pile poil perpendiculaire à l'axe de rotation. Voilà. Ça c'est ce qu'on avait fait. Hein. Les équinoxes, c'est quoi? C'est les moments où on arrive pile poil à la limite de la saison, quoi. C'est le maximum de la saison. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Ok. Donc, il y a un autre élément qui est important. Oula, je vais éteindre. C'est que les pôles, ils reçoivent moins d'énergie que l'équateur. D'accord? Dans l'ensemble. Regardez. Ici, là. Vous avez vu le chemin qu'il y a à parcourir? Dans tous les cas, en fait, le chemin à parcourir pour les pôles. Ici, regardez. Ça. Ça. Et ça. Ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a un, ils sont dans la nuit pendant 6 mois et d'autres aussi. Alors ça, c'est une deuxième chose. C'est pour ça que les pôles sont plus froids. Les pôles sont plus froids parce que ici, tu vois que les chemins, ils sont toujours plus longs que ce que j'aurais ici, là. Ok? Ouais. Et surtout, je crois que si on prenait un certain nombre de puissances que le Soleil envoie, pour nous ici, c'est un certain endroit. Ouais. Pour les pôles, je crois que c'est doublé, triplé. En fait, je peux vous l'expliquer différemment. Je vais prendre une tasse de café. On fait avec ce qu'on a. Parce que, ouais, non, ça risque de couler. Si je regarde, si je suis ici, là, c'est comme si j'étais pile poil en face du soleil. Donc c'est cette surface-là qui reçoit de l'énergie. Donc imaginez, tous les rayons qui viennent de ma caméra, là, ils rentrent là-dedans. Est-ce que je remplis vite ma tasse? Oui. Maintenant, si je suis au pôle, les pôles, je suis quasiment tangent. Pas à la perpendiculaire, mais pas loin. Imaginez, la surface blanche que vous voyez de là-bas, elle est très petite. Donc en fait, la surface vue depuis les rayons de soleil, excusez-moi,
La surface vue depuis les rayons de soleil est extrêmement petite. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. Il y a cette histoire-là, là, les rayons, ils passent plus de temps, et en plus la surface apparente est toute petite, alors que ici la surface apparente est hyper grande. Voilà, il y a une histoire de ça aussi. Ok. Toi, ce que tu me dis, c'est que ici, quand je tourne, si on regarde, quand mon soleil, bah là, quand je suis en ce que nous on appelle l'été, hein, là c'est mon jour, là c'est ma nuit. Bah, en fait, dans les deux cas, j'ai de la lumière. C'est-à-dire que même quand la Terre tourne sur elle-même, ici j'ai encore de la lumière. Par contre ici, même quand la Terre tourne sur elle-même, les rayons ils ne peuvent pas dépasser ce point-là. Donc là je suis tout le temps dans la nuit. Et c'est ce que tu me disais, c'est que en gros les pôles, ils passent 6 mois de l'année dans le jour, 6 mois de l'année dans la nuit. Ok? Et pourquoi 6 mois? Parce que quand j'arrive ici, c'est l'inverse. Voilà. Alors c'est pas exactement, mais c'est l'idée. Ça, on peut le voir si un jour vous avez l'occasion. Alors, je dis ça comme ça, mais moi personnellement, j'ai fait mes études en Suède. J'ai fait 6 mois en Suède. Et bien, l'hiver, le jour se lève vers 10h et se couche vers 14h. Je peux vous dire que ça met un coup au moral. Hein. Quand il commence à faire nuit à 14h, voilà. Et l'été, à 23h, il fait jour. Et à 4h, il fait déjà jour. Voilà. C'est-à-dire que la nuit dure 4 heures, quoi. Et ça a été milieu de Suède. Si on va au nord-nord-nord de la Suède, c'est toute la journée il fait jour et tout l'hiver il fait nuit, quoi. Ce qui pose des problèmes parce que c'est très déprimant. Quand le jour ne se lève pas, on n'absorbe pas plein de choses. Bref, je ne vais pas rentrer dans un cours de tout ça. Bref, c'est pour ça que l'hiver, il faut sortir dehors pour prendre le soleil. Ça nous donne des nutriments et ça nous donne de l'énergie. Voilà. Les écrans ne comptent pas. Voilà, les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Voilà, et tout ça, c'est ce qu'on disait, donc on s'en fout. Variation locale de la température. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que suivant le sol que j'ai, bah, il ne va pas y avoir la même température. Par exemple, si j'ai de l'herbe, si j'ai du sable ou si j'ai de la pierre, le même soleil n'aura pas du tout le même effet. Bon, ça paraît logique, mais ça fait que suivant les zones qu'on va avoir, eh bien, on va avoir des effets. Par exemple, une forêt, même s'il y a du soleil, ça ne va pas du tout avoir le même effet sur l'air aux alentours que de la pierre. Qui, elle, va mettre du temps à chauffer, mais par contre, une fois qu'elle a chauffé, elle restitue de la chaleur, quoi. Ok? Voilà. En plus, au contact des zones chaudes, l'air, il se réchauffe par convection. Est-ce que vous savez ce que c'est la convection? Est-ce que vous savez ce que c'est un convecteur? Alors des fois les parents ils les appellent comme ça. Hop, j'espère que vous aimez les dessins de qualité. Voilà. Hop, ça c'est un convecteur. Vous savez les vieux radiateurs électriques pourris, les parents des fois ils les appellent les convecteurs. C'est quoi un convecteur? En gros, dedans, il y a une résistance qui chauffe. Ok? Souvent il n'y a même pas de ventilateur. Hein. C'est dire la qualité du truc. Qu'est-ce qui se passe quand l'air chauffe? Ah, t'as créé une bulle d'air dans le radiateur et puis au fur et à mesure elle est renouvelée. Ouais, alors, effectivement, si on regardait le dessous du radiateur là, hop, ouais, mes dessins en 3D sont vraiment d'une qualité, il y a une grille, c'est-à-dire que ça laisse passer de l'air, assez étonnamment, et l'air, ici, il va y avoir une sorte de petit aileron comme ça là, pour essayer de pousser l'air en avant. Mais l'air, il est pas touché en fait, hein, c'est juste des ailerons qui dirigent un petit peu. Ce qui se passe, c'est que l'air chaud, il est comment? Est-ce qu'il est plus lourd ou plus léger que l'air froid? Plus léger. Il est plus léger. L'air chaud est plus léger. Donc ici, j'ai ma résistance. L'air chaud a tendance à monter. Comme ça. D'accord? Et quand il monte, ici, il va sortir par les ailerons. Qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'air qui essaye de s'en aller? Ben, ça va faire, ici, hein, un appel d'air. Ok. Voilà un petit peu l'idée. La convection, c'est le mouvement naturel de l'air qui est créé par le fait qu'il y a des différences de température. Voilà. Ok? C'est pas un ventilo, hein. C'est vraiment le mouvement lié à la chaleur. D'ailleurs, des fois, on peut voir la chaleur. Je sais pas si vous le savez. Alors, on a l'impression ici de voir la chaleur. On voit des vibrations dans l'air. En fait, c'est que ici, l'air, suivant sa température, il n'a pas le même, ce qu'on appelle l'indice optique. En gros, les rayons, ils sont déviés. Et donc, quand je regarde de l'air chaud qui bouge, mes rayons, ils font ça.
Et comme l'air il bouge en permanence, mes rayons ils sont un peu déviés et c'est pour ça que j'ai l'impression de voir l'air bouger. Comme quand on met quelque chose dans l'eau et dans un Voilà, verre. exactement. Quand je mets une paille dans un verre d'eau, j'ai l'impression qu'elle est cassée. Voilà, ben là c'est la même chose mais dans l'air. C'est-à-dire que l'air qui est là, l'air qui est juste à côté, l'air qui est devant et derrière, ils n'ont pas tous le même indice, comme si c'était plusieurs liquides différents entre guillemets. Et donc du coup, ben, mes rayons ils sont déviés et ça va pas tout droit. C'est le principe des mirages. C'est le principe des mirages aussi, ouais. Les mirages chauds et les mirages froids, ok. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais l'idée c'est quoi? C'est que sur la route, si je suis ici et qu'il fait extrêmement chaud, mes rayons, en fait, ils vont faire ça. Comme l'air est plus chaud en bas, ça fait comme des couches, hein. Comme si j'avais mis une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche. Et les rayons, comme tu me disais tout à l'heure, ils sont légèrement déviés à chaque fois. D'accord? Et bien au bout d'un moment, ils sont tellement déviés qu'ils font ça. Voilà. Et sur la route, si j'ai un nuage ici, moi ce que j'ai l'impression de voir, ici c'est ça, c'est que ça reflète le ciel. Alors qu'en fait, à aucun moment, mes rayons lumineux ils sont arrivés jusqu'au sol. Ils sont directement repartis vers le ciel. Voilà. Mais nous, en tant qu'humains, on ne peut pas imaginer que nos rayons ils vont pas droit. Et donc du coup, notre cerveau, il nous dit « Ah tiens, je vois un reflet sur le sol ». Alors que ce n'est pas du tout un reflet. Le sol, il reflète rien du tout dans ce cas-là. C'est pas une flaque d'eau. La flaque d'eau, c'est une flaque qui rebondit. Là, ici, c'est vraiment mes rayons, ils font comme ça. Ok, quand il fait chaud. Bon, c'était une parenthèse. Mais bon, c'est important, ça permet de comprendre des trucs en dehors. Voilà, donc, quand il fait très chaud au sol, c'est ce que je voulais dire à la base, il fait très chaud au sol, donc là, j'ai des cailloux. J'espère que vous appréciez mes dessins. Et bien l'air, il est comme ça, il chauffe et il monte. Voilà. Et quand il fait très froid, les endroits où il fait très froid, bah, l'air a tendance à redescendre. Ok? Voilà. Voilà, voilà. Donc, en plus, les nuages, quand ils passent, c'était un endroit très chaud. Enfin, c'est-à-dire chauffé par les rayons du soleil. Hein. S'il y a des nuages dans le ciel, mes rayons, à un moment, avec l'ombre, ça peut arrêter de chauffer. Bien sûr, mes nuages se déplacent en plus. Et donc ça va faire que des endroits qui étaient en train de chauffer vont s'arrêter de chauffer. Et c'est ça qui va faire plein de mouvements d'air un peu partout. C'est pour ça quand on dit, ouais, le vent, il est comme ça. Ouais, en gros, il est comme ça. C'est globalement, vu de loin, il est comme ça. Mais à l'intérieur, ce qu'on sent quand on est dans un avion, les turbulences, c'est des mouvements d'air qui se rééquilibrent en permanence. Donc quand on dit le modèle de l'air qui perd 2 degrés, oui, ok, c'est l'idée vue de loin, s'il ne se passe rien, quoi. En pratique, il se passe toujours quelque chose à une échelle toute petite, quoi. Voilà. Donc il faut y penser, c'est que, et en fait, il se passe des choses à l'échelle globale, à l'échelle locale et à l'échelle toute petite. Voilà. Et du coup, toutes les variations locales ont en plus un effet sur la météo. C'est toujours pareil, c'est que les nuages sont créés par des choses, mais ils ont des effets sur d'autres choses. Ok? Et en plus, lorsque la journée avance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque la journée avance, je passe avec mon axe comme ça, d'un côté pas ensoleillé à un côté ensoleillé, et je repars dans un côté pas ensoleillé. Et bien du coup, ça va faire une variation de température. Cette variation de température, elle a cette tête-là. Et là, ça c'est une journée. La durée. C'est-à-dire qu'on a des maximums, on a des minimums, on a des maximums, on a des minimums. Le minimum ici, est-ce qu'il est pile poil au lever du soleil à votre avis? Ben non. Le lever du soleil, il est un petit peu avant. Et pourquoi on n'est pas encore arrivé au minimum? Ça chauffe au-dessus. Voilà, c'est-à-dire que le moment où ça chauffe le plus, c'est quand il est pile poil au-dessus. Donc là, le maximum, on l'atteint plutôt vers 2h de l'après-midi. Ok? Parce que là, on était en train de chauffer au max, mais il faut le temps que la Terre réchauffe. Elle a une inertie, quoi. Toute la masse qui est chauffée a une inertie. Voilà. Ok? Voilà, donc en gros, ici, le minimum, c'est environ 1 heure après le lever du soleil. Et en plus, le soleil, quand il se lève, il traverse les rayons, il traverse énormément d'atmosphère. Donc, il chauffe pas grand-chose au lever du soleil. Et le moment où il chauffe, c'est le moment où ils sont pile poil à ce qu'on appelle midi. Hein. Midi, c'est là où c'est pile poil à la perpendiculaire, c'est là où ça traverse le moins d'atmosphère possible et donc c'est là où ça chauffe le plus.
Voilà un petit peu l'idée. Donc là, c'est à peu près milieu d'après-midi. Voilà. Ok. Avec l'altitude, avec l'altitude, la température, elle évolue aussi. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est tout le dessin. Je ne vais pas revenir dessus. Hein. Ok. Voilà. Donc là, je le saute parce que c'est ce qu'on a dit. Ok. En vrai, on dit que c'est constant, c'est-à-dire qu'on perd 2 degrés et demi, 6 degrés et demi tous les 1000 mètres. En vrai, c'est pas vrai. Hein. C'est pas une droite. Donc voilà. Et en plus, ça dépend de l'humidité de l'air. D'accord ? Comme l'humidité elle n'est pas constante non plus, c'est pareil. On en fait vraiment énormément d'approximations quand on dit c'est constant. C'est vraiment le cas idéal moyen. Ok ? Voilà. Alors là, je reviens juste sur cet élément-là. On peut assister à une inversion de signe du gradient dans certaines couches. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma température, elle était en train de faire ça. Donc vous voyez, mon sol, je vais prendre le cas simple, 15 degrés. Ça commence à diminuer. Et il y a un endroit, pour des raisons complexes de physique, hein, ça fait ça. Et ensuite, hop, ça repart. Ça, cet endroit-là, là, c'est ce qu'on appelle une couche d'inversion. Ok ? C'est important parce que ça, c'est un truc que vous pouvez voir. L'autre fois, à l'aérodrome, on pouvait le voir visuellement. Ça fait quoi une couche d'inversion ? En fait, il se passe que s'il y a des nuages, les nuages ici, ils vont se retrouver bloqués avec un vrai plat hyper beau à cette hauteur-là. Donc quand on regarde depuis les montagnes ou comme ça des couches d'inversion, on a l'impression de voir un tapis de nuages. On le voit bien aussi, je vous trouverai une image juste après, on le voit bien aussi avec certaines usines, vous savez, qui rejettent de la vapeur. La vapeur commence à faire ça, ça fait un joli truc. Et là, à cet endroit-là, on a l'impression que ça s'est pris un mur et la vapeur vient faire ça. Comme ça là. On a vraiment l'impression que, il y a une limite virtuelle qui s'est appliquée, une couche de verre quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle la couche d'inversion. En gros, les paramètres thermiques sont en train de changer et à cet endroit-là, du coup, ça bloque l'air qui est censé être en train de monter à une zone d'équilibre entre guillemets, qui est la couche d'inversion. Ok ? Voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est important parce que ça, c'est un truc qu'on peut voir et qui est marrant à voir, donc voilà. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Non ? Allez, dernière partie, le vent. Le vent, ça vient de quoi le vent, tiens ? Bonne question, hein ? Est-ce que vous sauriez me citer 2 raisons de pourquoi il y a du vent ? Ouais. Oula. Oui. Les dépressions et les anticyclones. Et effectivement, anticyclone, dépression, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi ? Là, il faut imaginer beaucoup de pression. Donc vous imaginez de l'air tassé comme dans une pompe. Là, de l'air pas du tout tassé. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, l'air ? De s'équilibrer, de s'étaler au mieux pour avoir une couche homogène. En gros, de toute manière, hein, la physique, c'est dès que j'ai trop de température d'un côté, pas assez, ça essaye de se rééquilibrer. L'univers essaye de se rééquilibrer en permanence. Ok ? Donc du coup, effectivement, ce que nous disait Quentin, il va y avoir des vents qui se créent, des anticyclones vers les dépressions. Ok ? Parce que trop d'air, entre guillemets, hein, très gros guillemets, mais trop d'air ici, pas assez ici, donc ça vient se rééquilibrer. Voilà. Ça, c'est la première cause. Est-ce que vous avez une deuxième idée ? Le fait de sa rotation, qui tourne. Exactement. La Terre tourne, et comme elle tourne, en fait, ça va avoir un effet sur les masses d'air qui sont autour. Alors, c'est toujours pareil, ça c'est un effet qui n'est pas évident à voir, ok ? Donc on va y venir sur les schémas. Et il existe un troisième truc, c'est que comme il y a du vent, ça crée du vent. Ça aussi, c'est bête, mais en gros, si ici, vous imaginez, j'ai de l'eau qui vient couler et que j'ai de l'eau à côté, ben forcément, l'eau qui est à côté, elle va avoir tendance à se faire tirer par l'autre. Et là, pareil, elle va avoir tendance à se faire tirer, et donc il va y avoir des systèmes comme ça, de trucs qui viennent s'entraîner les uns les autres. Toujours pareil, hein, force-réaction. Voilà, action-réaction. Pardon. Je fais peur tout seul. Donc, ici, c'est ce qu'on disait, le vent, il est principalement dû, surtout, hein, aux différences de pression. Voilà.
Donc les trois forces, c'est la force de gradient de pression, ce qu'on disait tout à l'heure grâce à Quentin. Donc on entraîne l'air des hautes pressions vers les basses pressions. Et plus les différences de pression sont importantes, plus la force est importante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je fais mes isobars là, ici, si je fais des isobars comme ça, là j'ai plus de vent que là. D'accord? Forcément, parce que là, la différence de pression, qui est ici, elle se fait sur une petite distance. Alors que là, la différence de pression se fait sur une très grande distance. Ok? C'est comme si je prends deux récipients. Si je les mets quasiment à la même hauteur, qu'ils essayent de se rééquilibrer, bon, ça va se rééquilibrer, mais c'est tranquille. Si je les mets à une très grande différence, là, ça va faire une force beaucoup plus importante. Bah là, c'est pareil. Ok. Voilà, donc quand on regarde les isobars d'une carte météo, on peut voir déjà de loin est-ce qu'il y aura des vents forts là où on va aller. Ok. On fera les cartes météo plus tard. Force de Coriolis. Alors, la force de Coriolis, c'est ce que vous me disiez là, c'est le fait que la planète tourne. Et comme la planète tourne, hop, pardon, je vérifie mon truc. Comme la planète tourne, ça va dévier les vents. D'accord? Est-ce qu'il y a un dessin de ça? Non, il n'y a pas de dessin. Moi, ce que je vous conseille, est-ce que vous avez un dessin sur votre carte pour le vent? Le vent, la fiche qui s'appelle numéro 7. Pas du tout. Pas du tout. Alors, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Bref. Oui, Coriolis. Pardon. J'étais en train de... Coriolis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'hémisphère nord, ma masse d'air là, si elle devait se déplacer, eh bien, elle va se déplacer toujours, elle va aller vers la droite. Elle a une déviation vers la droite. Ok? Et quand je suis dans l'hémisphère sud, il y a une déviation vers la gauche. Donc là, déviation droite, et là, déviation gauche. Ok? Ouais. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui. Et ensuite, les forces de frottement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme le vent il frotte contre le sol, contre d'autres couches d'air, etc., ça frotte et ça s'oppose au mouvement. D'accord? Donc si on regarde ici, théoriquement, le gradient il serait comme ça. D'accord? Mais à cause de la force de Coriolis, comme la Terre tourne, le vent il va se retrouver quasiment tout le temps parallèle aux isobars. Ce qui est contre-intuitif, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, l'air il a tendance à aller comme ça, oui, mais comme il y a la force de Coriolis qui dévie, ça va avoir tendance à le faire toujours partir comme ça. Ok? Donc ce qu'il faut que vous reteniez en gros, c'est que le vent ici, il est en gros parallèle aux isobars et pas perpendiculaire comme on pourrait s'y attendre. D'accord? Deuxième chose à retenir, est-ce que on va le... Voilà, c'est ce schéma-là. Est-ce que vous l'avez là? Oui, vous l'avez sur la fiche numéro 7. C'est que quand j'ai un anticyclone et une dépression, donc dans l'hémisphère nord, hein, toujours dans l'hémisphère nord, c'est que ça tourne dans le sens horaire autour des anticyclones, donc comme ça, et autour anti-horaire autour des dépressions. Ça fait un système comme ça. Ok? Ça c'est hyper important, vous avez des questions chaque année dessus. Ok? Ce schéma il est dans la fiche BIA météo numéro 7. Vous le voyez? Ok? Donc pensez-y, il y aura des questions en disant je passe à l'est d'une dépression, dans quel sens est le vent? En gros. Ok? Donc il y a des petites questions comme ça, il faut que vous fassiez ce dessin là à chaque fois. D'accord? Alors dans ce sens là ou dans l'autre sens forcément, hein. C'est-à-dire que peu importe que ma dépression est mon anticyclone, la question c'est juste de se dire dans l'anticyclone, dans l'hémisphère nord c'est sens horaire et là c'est le sens anti-horaire. Ok? Sens des aiguilles d'une montre et là de sens inverse. Ça va ça l'idée? Donc ça il faut savoir les faire par cœur. Et ça c'est pour l'hémisphère nord et si je prenais l'hémisphère sud c'est l'inverse. Ok? Voilà.
Alors, les grands systèmes de vent, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est assez compliqué tout ce qu'il y a, mais il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle Nord. Ok. Donc, globalement, ici, l'air de l'équateur a tendance à s'élever. Et il va rejoindre ici le pôle Nord, et comme au pôle Nord il fait plus froid, il va redescendre. Et ça fait un système de circulation du vent comme ça. Ça, c'est l'idée vue de loin. En pratique, c'est pas exactement ça. Il y a plutôt 3 cellules. Ici, au lieu d'avoir une seule grande barre, il y en a 3. D'accord. Mais je rentre pas trop dans les détails, ça sert un peu à rien, donc voilà. Ok. Voilà, c'est ce dessin-là. Il y a 3 cellules comme ça. Je sais pas si vous les ont fait sur les fiches résumées. Non, pas trop. Mais c'est pas très important. Ok. Ces cellules, elles ont des noms. La première c'est Hadley, la deuxième c'est Fer, je crois. Je crois que je l'ai marqué quelque part. Ouais, Ferrel. Et la troisième c'est la cellule polaire. Non, on s'en fout. Ok, vous en fichez. Voilà. Ça veut juste dire que l'air il circule quand même sur la Terre en plus. Ok. Vous, ce que vous devez retenir, c'est que il y a des zones, et ça, je vais vous montrer directement un schéma. Là, il y a tout un texte pourri. Bref, il y a un schéma comme ça. C'est quoi? C'est que ici, il y a une grosse zone dépressionnaire, ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. L'air, ici, vous voyez qu'on retrouve les cellules qu'on disait tout à l'heure. Ok. Et au milieu, là, entre l'anticyclone et la dépression, on a dit quoi? On a dit que l'air, il a toujours une déviation vers la droite. Donc au lieu de descendre comme ça, il va faire comme ça. Ok. Il dévie vers sa droite, pas vers notre droite, hein, vers sa propre droite. Et en bas, on a dit que quand on est dans l'hémisphère sud, il dévie vers la gauche. Donc au lieu d'être tout droit, il dévie vers la gauche. Ok. Pareil pour ici, le vent de l'anticyclone vers la dépression, il dévie vers la gauche. Alors qu'en haut, il dévie vers la droite. Voilà. Ça, il faut le voir de loin. Un mot de vocabulaire qui peut être important pour vous. Les vents qui sont ici, là, dans les vents pas loin de l'équateur, c'est ce qu'on appelle les alizés. Les vents qui sont là-bas, c'est ce qu'on appelle les vents d'ouest. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'arrondi qu'ils ont font que ça vient toujours de l'ouest, le vent. Enfin, toujours. Vu de loin, hein, les grands mouvements d'air, pas la météo locale de ce qui se passe chez Mamie. Hein. Vraiment les grands vents. Ok. Et en bas, c'est ce qu'on appelle les vents polaires. Parce qu'on a toujours l'impression qu'ils viennent du pôle. Voilà un petit peu l'idée. Ok. C'est pas hyper critique, j'ai pas souvenir de questions comme ça. D'accord. Mais bon, je vous le dis quand même au cas où. Il existe un vent d'altitude très important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du jet stream? Ouais. Alors je sais plus comment il appelle en français, mais c'est vraiment un nom pourri. Bon, le jet stream, c'est quoi? C'est un vent qui souffle d'ouest en est. D'accord. Pardon, excusez-moi. Ok. Qui souffle d'ouest en est, d'accord? Si on regarde, c'est à peu près ça l'idée là. Alors pourquoi il n'est pas tout droit? Ben, parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur Terre et c'est des flux d'air, hein, donc c'est comme les rivières. Pourquoi les rivières vont pas tout droit? Ben, parce qu'elles se sont habituées et elles se sont formées par rapport au terrain. L'air c'est pareil, sauf que le terrain c'est pas que le relief, c'est aussi toutes les conditions météo locales, etc. D'accord? Il se passe plein de choses, donc voilà. Voilà pour le jet stream, donc il faut juste se souvenir de cette air-là et que ça va d'ouest en est, d'accord? Voilà ce qu'il faut savoir. Les vents locaux. Alors, là ici, il faut connaître les grands vents qu'il y a en France. Ça, il y a des questions chaque année. Dans la vallée du Rhône. Déjà, est-ce que vous savez où c'est le Rhône? Ouais, c'est bien, vous êtes meilleur en géographie que moi. Je vais tracer la France. On ne se moque pas. La France, vue de loin, si on ne sait pas dessiner, c'est vite fait la France, ok? Vite fait, on a l'idée, ok? La vallée du Rhône, elle est où? En bas à gauche. Enfin, En bas à droite, ouais. Ok. C'est quoi le vent qu'il y a dans la vallée en bas à droite? Le Mistral. Exactement. Ici, j'ai le Mistral dans la vallée du Rhône. Deuxième vent, celui qui nous concerne un peu plus, qui est ici. La Tramontane. La Tramontane. Alors, si vous aussi, vous avez écouté la météo à la télé et que vous ne saviez pas ce que c'était jusqu'à maintenant, parce qu'ils parlent tout le temps de Mistral et Tramontane, ben voilà, Mistral et Tramontane, enchanté.
Ok. Ensuite, il en existe deux autres. Un qui est ici et qui est souvent confondu avec celui qui est ici. C'est le vent. Oui, le vent d'OTAN. Ok. Et ça, c'est le vent de mer. Voilà. Le vent marin, pardon. Vent marin. C'est son nom. Ok. Il en reste un dernier que je vais vous faire vite fait, mais waouh. Ça c'est quoi? Merci, c'est gentil. Hein. C'est un vent qui vient du Sahara, qu'on appelle le sirocco. Ok. Le sirocco, c'est un vent qui vient du Sahara et qui est souvent d'ailleurs chargé en sable. Effectivement. Effectivement, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez pu voir dehors, c'était trop beau. Le ciel était devenu jaune, tellement il y avait de sable dans l'air. Et d'ailleurs, dehors, ça a vraiment mis du sable partout. Hein. Sur les voitures, c'était vraiment extraordinaire. Eux, là, en Provence, ils ont souvent du sable dans leur voiture. Quand c'est la période, il y a du sirocco qui vient ramener du sable. Et donc, ils peuvent avoir la joie d'avoir leur voiture limée par le sable. C'est génial. Les peintures en bord de mer, par ici, là, c'est entre le sel marin plus le sirocco, ils sont contents. Hein. Voilà, donc là, il faut connaître ces différents vents. D'ailleurs, mon vent de tramontane, il est un peu plus comme ça. Pardon. Bon, en même temps, mon dessin était tellement dégueulasse qu'on ne peut pas vraiment critiquer mon dessin. Mais voilà, ok. Ici, vous voyez qu'ils ont fait les récifs montagneux. Ça, c'est... Ah oui, ouais, même moi qui suis nul, je sais que c'est pas les Pyrénées. Ça c'est le Massif central, ça c'est les Pyrénées, ça c'est les Alpes. Ok. Le Jura aussi. Ouais. Non, voilà, je sais pas. Le Jura, c'est. C'est vous. C'est l'inverse, pardon. J'en sais rien. Voilà. Ensuite, le vent, il faut bien voir que quand j'ai du relief, ça fait quoi le vent? Ben, ça suit le relief. Hein. Comme de l'eau, ça suit aussi les virages. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça a tendance à faire? Ben, quand j'ai des montagnes successives comme ça a tendance à bloquer certains nuages à certaines hauteurs. Là, on va avoir ce qu'on appelle des lenticulaires et là, des cumulus de rotor. En gros, ça, c'est ce qu'on appelle l'onde. D'accord? Ça va créer des trucs qui sont très visibles dans le ciel et qui sont très reconnaissables quand on a l'habitude. D'accord? Donc, c'est pratique parce que ben, quand on a l'habitude, on sait les reconnaître. Voilà, donc ça dévie le relief dévie le vent et ben, ça fait ça quoi. Ok. Pourquoi ici ça fait un cumulus qu'on appelle de rotor? Parce que le vent est bloqué, non? Alors ouais, il n'est pas exactement bloqué, mais c'est un peu l'idée. En gros ici, ce qui se passe, tu es d'accord que le vent ici, il est chargé par exemple en humidité. Or, il y a du vent qui passe ici, mais l'air qui est ici. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, ici, il n'y a rien. Donc, ça va faire une sorte d'appel d'air un peu. Mais c'est un appel d'air qui ne peut pas remonter. Il ne va pas venir s'ajouter. Ou sinon, ça vient faire ici un vent de vallée. Comme ça. D'accord? Donc, ici, il va y avoir un espace où ça bloque. Ça bloque des bouts de nuages, quoi, entre gros guillemets. Hein. En gros, dans le rotor, on a un nuage qui se forme en permanence et ici, un qui se détruit en permanence. Alors que là-haut, ça fait un truc qui bloque. Le nuage, il est bloqué, vous voyez, dans une sorte de vague du vent qui vient le bloquer. Le nuage, il ne peut plus descendre, plus monter. Et voilà. Ok. Voilà. Donc, l'onde, ça se repère facilement. C'est ce qu'on appelle avec les piles d'assiette ici. Ça fait vraiment des petits bouts. Ouais. Ok. L'autre type de vent, c'est ce qu'on appelle la brise de pente. Ça, c'est hyper important quand on fait, par exemple, du parapente. Pourquoi? Parce que quand on fait du parapente, on n'a pas de moteur. Qu'est-ce qu'on aime bien faire quand on vole? Rester le plus possible longtemps en l'air. Pour monter quand on n'a pas de moteur, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, plus exactement, ouais, les mouvements d'air. Et c'est quoi l'air qui monte? C'est souvent de l'air chaud. Donc, on va aller sur les faces au soleil. Et sur les faces au soleil, comme la face est au soleil, l'air, il commence de tout en bas. Il est moyen chaud. Mais il se fait un peu chauffer. Qu'est-ce qu'il fait quand il se fait un peu chauffer? Ben, il va remonter. Et plus il remonte le long de la Terre, ici, plus la Terre a tendance à lui donner de l'énergie. Donc quand on est en parapente, quand on est débutant, on ne vole surtout pas sur les faces ensoleillées au début. Parce qu'il y a beaucoup d'air chaud qui remonte, mais du coup, ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de petites variations locales et tout ça, et donc c'est pas agréable.
Quand on est débutant, on vole le matin, c'est-à-dire au moment où c'est pas encore complètement chauffé. Et c'est là où on est. Alors, on va pas voler longtemps quand on est débutant, mais au moins on n'a pas des turbulences de malade à vomir. Hein. Ok. Quand on est un peu plus avancé, on vient prendre ce qu'on appelle les thermiques. Thermiques, c'est les vents chauds qui vont venir monter. Et là, c'est le bonheur, parce qu'en gros, on se fait vraiment monter quasiment à la verticale. Alors, on est toujours en train d'avancer, mais ce qu'on va faire des petites spirales comme ça dans les thermiques, et on va être en train de monter. Si vous regardez les oiseaux, ils sont hyper forts là-dedans. Si vous faites du planeur un jour, eh bien, vous irez chercher les thermiques aussi. C'est-à-dire que vous chercherez les endroits où il y a de l'énergie pour pouvoir remonter. Parce que le planeur, alors sauf ceux qui ont un moteur à l'intérieur, mais les planeurs, le but du planeur, c'est de planer. Voilà. Donc, c'est d'utiliser le moins d'énergie possible et d'être capable de remonter et d'accumuler l'énergie potentielle, restocker, etc. etc. Ouais. Il n'y a pas des planeurs à panneaux solaires? Alors, si, mais dans ce cas-là, on n'est plus sur le planeur pur. En fait, le planeur pur, théoriquement, il s'est fait tracter et ensuite il est tiré par un avion où il s'est fait propulser. Ok. Là, on parle des planeurs classiques. Après, il existe les planeurs avec un moteur à l'avant, les hélices qui peuvent se replier ou carrément le bloc moteur qui rentre à l'intérieur. Ça existe aussi. Mais si on prend le planeur le plus pur, entre guillemets, il a rien. Il se fait tirer par un avion, il décolle et ensuite il plane jusqu'à ce qu'il se repose. Voilà. D'ailleurs, la conduite du planeur n'a rien à voir, est complètement différente des conduites des avions. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Voilà. Bref, donc dans la journée, on a des brises montantes et dans la soirée, on a des brises descendantes, ce qui peut être très dangereux parce qu'on va avoir l'air qui va nous pousser vers le bas. Ok ? Brise descendante, ça peut être vite dangereux. Dernier truc, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais à la mer, ce qu'on appelle la brise de mer ou la brise de terre. La journée, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, la terre, il va se former une couche très chaude en surface. Alors que la mer, l'eau a tendance à se mélanger et tout ça, ça se diffuse vachement mieux. Donc du coup, la mer, elle va pas bouger énormément de température. Pour que la mer se réchauffe, il faut beaucoup de temps. La terre, je sais pas si vous avez déjà marché en plein après-midi sur une plage pieds nus, vous vous brûlez les pieds. Dans l'eau, vous ne brûlez pas les pieds. Hein. Donc, la journée, la terre va se retrouver beaucoup plus chaude que la mer. Qu'est-ce qui se passe? L'air chauffe, il monte. Au contact de la mer, comme la mer est plus froide, l'air descend et ça fait un vent qui a tendance à vous ramener vers le rivage. Le soir, il faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que la mer se retrouve plus chaude que la terre et donc du coup, ça va être l'effet inverse. Et le vent peut vous amener au large très très vite en fin de journée. Très très vite. Ok, donc il faut y faire gaffe. Hein. Je ne sais pas si vos parents vous ont déjà dit, mais quand vous avez des bouées gonflables ou des kayaks gonflables ou comme ça, en fin de journée, il faut faire hyper gaffe parce que le vent vous empêche de revenir sur le rivage. Voilà. Ok. Voilà. En aéronautique, c'est ce qu'on verra dans les prochaines parties, on a des cartes comme ça avec des représentations du vent. Alors ça veut dire quoi ces petits drapeaux là? Est-ce que vous savez? Ouais. Vas-y. Alors j'ai pas entendu, excuse-moi. Le sens du vent. Alors effectivement, la direction du drapeau c'est le sens du vent. Ensuite le triangle. Ah, le triangle, je sais pas. Mais, Alors, le triangle c'est... c'est la force maximale. Alors ça donne un indice de 50 nœuds. Ok? Ouais. Le numéro c'est la vitesse. Alors en fait, ça, plus des petites barres. Donc, grand triangle, 50 nœuds. Grande barre, 10 nœuds. Donc ici, par exemple, je peux en avoir 2. Hein. Chacune vaudra 10 nœuds. Ok, c'est juste pour le dire hein, qu'il peut y avoir plusieurs grandes barres. Et les petites barres, 5 nœuds. Ok. Là, c'est 10 nœuds, là, c'est 10 nœuds. C'était juste pour montrer un exemple qu'on peut avoir plusieurs petites barres. Ok. Voilà un peu l'idée. C'est quoi un nœud d'ailleurs? Ça veut dire quoi un nœud? C'est une vitesse. Ouais. C'est quoi la correspondance en notre type de vitesse? C'est 7 km/h. Non. 10, pas 1,8. Ah, pas mal. Alors c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire le nœud? Ouais. La vitesse des bateaux. Ouais, oui.
c'est quelle distance par quel temps? Z, c'est quelque chose par heure et c'est 1 quelque chose par heure. Et tu m'as parlé de bateau. C'est quoi les distances en bateau? Les miles, ouais, les nautiques. 1 nautique miles par heure. Et 1 miles nautique, c'est combien de kilomètres que tu me proposais? 1,8. Donc là, on est à 1, exactement 852. Moi, je suis comme toi, j'ai tendance à kilomètres par heure. Ça va? Je ne sais pas à quel endroit c'est mis sur les fiches résumées. Je vous conseille de le noter parce que ça, c'est des conversions à savoir-faire. Ok. Et savoir ce que c'est la définition du miles nautique. Et on risque de le revoir sûrement quand on verra la carte, ça. Mais bon. Ok. C'est un nœud. Un nœud, ouais. Ah oui. En fait, ça veut dire quoi, KT? Non. Knot. Voilà. Ça veut dire nœud en anglais. Ok. On a bientôt fini. Donc là, ici, pourquoi c'est important de connaître le vent? Parce que quand on a du vent et qu'on veut décoller, il va falloir faire attention au vent. Déjà, on décale face ou dos au vent? Petit rappel. Pourquoi? Pourquoi pas dos au vent? Ça nous pousserait pourtant. Pour prendre de la... Allez, Rémi. Parce que les ailes sont faites de façon à emmagasiner l'air et donc plus on aura d'air qui arrivera sur notre aile, plus on décollera facilement. Ouais, ça s'appelle comment la force qui nous tire vers le haut? La portance. En fait, donc ça revient à ce que tu me disais, plus j'ai d'air en face de moi, plus la portance est grande. Et donc, plus mon avion a tendance à voler. Voilà. Ok. Je sais plus pourquoi je disais ça. Et aussi, quand on va décoller, si on décale et qu'il y a du vent de travers, c'est pareil, il va falloir qu'on joue sur les palonniers pour à la fin, au moment où on va décoller, sinon on va être emporté comme ça. Donc il faudra jouer sur les palonniers pour venir se remettre face au vent. Ou quand on atterrit surtout, s'il y a du vent qui vient de là, on va atterrir en crabe comme ça. Et au moment où les roues touchent, on se recale. D'ailleurs, c'est très impressionnant sur les gros Airbus et tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, on a l'impression que l'avion il arrive comme ça, là, vraiment quasiment à la perpendiculaire de la piste quand il y a beaucoup de vent. C'est vraiment ouf. Voilà, donc ça c'était le vent. Et le vent, il est toujours donné par rapport au nord vrai, pas par rapport au nord magnétique. En fait, le seul truc qui est donné par rapport au nord magnétique, c'est nos instruments. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour tout ça? Non? Je vous propose que du